C'est les marqueurs de l'auto-inflammation. Quand demander ces marqueurs et qu'est-ce qu'il faut demander? C'est professeur Bello qui a des problèmes malheureusement de santé. Donc cette conférence, elle va être transmise en visioconférence. Donc oui, il est avec nous. C'est le prof de rhumatologie pédiatrique au CHU de Lyon. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Alexandre. On t'entend très bien. Parfait. Nous sommes contents de t'avoir, même si tu es à Lyon. Tout le monde est là et t'écoute et on est très heureux de t'avoir. Merci Khalid et merci beaucoup pour l'invitation renouvelée pour venir à Tanger. C'était une réunion qu'on attendait depuis longtemps, repoussée pour le Covid. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'ai repoussée pour Covid puisque j'ai été infecté ce début de semaine et donc j'ai pas pu être des vôtres. J'en suis bien désolé. Surtout que pour parler de l'inflammation, vous voyez, j'ai expérimenté moi-même pour pouvoir vous en parler au mieux. Alors, Tanger, pour moi, c'est un rendez-vous immanquable parce que c'est une ambiance particulière. C'est les nougats sur le marché et puis c'est beaucoup d'amitié aussi. Donc, on est tous à essayer de rechercher. Vous voyez mes diapos? Oui. Là, maintenant, je les vois. Donc, je vois que le compteur est à 20 minutes. Je vous repasse juste cette image si vous ne l'aviez pas vue pour vous dire le plaisir qu'on a tous à venir à Tanger. Donc, on est tous à rechercher des facteurs d'augmentation de l'inflammation, finalement, que ce soit à l'échelle de l'homme, de l'individu ou à l'échelle du monde entier. On est tous soucieux de ce global warming, de cette fièvre, de cette inflammation. Donc, qu'est-ce qui fait un bon biomarqueur? Alors déjà, le biomarqueur, il survient après qu'on ait fait un examen clinique. Et je trouve que les deux présentations précédentes illustrent bien l'importance de la clinique pour nous orienter et savoir qu'est-ce qu'on va demander. On ne demande pas un test sans arrière-pensée. Donc, il faut qu'il soit rapide, fiable, sensible, spécifique et qu'il soit reproductible. Et donc, pour illustrer ça, moi, j'ai fait 2 fois de suite le test, autotest Covid. Et vous pouvez voir qu'à 1 heure d'intervalle, cette petite bande qui témoigne que je suis contaminé, elle est toujours pareille. Donc, c'est ça ce dont on a besoin. On a besoin de tests comme celui-là, comme marqueur de l'inflammation pour nous aider. Alors, quand on pense inflammation, c'est les 4 signes principaux que vous connaissez tous. Hein. Ça date un peu. La tuméfaction, l'œdème, la douleur, la chaleur et la rougeur. C'est les 4 signes cardinaux de l'inflammation. Et je dirais qu'ils n'ont pas changé au cours des siècles. On a aussi une raideur ou une fonction altérée qui s'accompagne ou qui accompagne l'inflammation. Mais maintenant, le champ de la rhumatopédiatrie, derrière ces 4 points cardinaux, eh bien, il s'est énormément augmenté de plein de maladies différentes. Et ici, sur cette image, c'est une mise à jour de toutes les maladies génétiques qui touchent à l'inflammation. Et il y en a toute une ribambelle. On essaye de les classer toujours parce que en médecine, pour retenir, il faut essayer de classer. On a d'un côté des maladies qui sont très auto-inflammatoires et peut-être le chef de file serait la fièvre méditerranéenne familiale qui vient d'être présentée par Bouchra Kirat. Et puis, de l'autre côté du spectre, on a des maladies auto-immunes comme le lupus que Kenza Boyed a bien présenté aussi. Et puis, on a toute une ribambelle d'autres maladies qui sont au milieu, qui sont un petit peu auto-inflammatoires, un petit peu auto-immunes. Mais on distingue un peu les deux parce que le lupus, on a beaucoup d'auto-anticorps, on n'a pas beaucoup d'inflammation. Et puis, les maladies auto-inflammatoires, en revanche, on a beaucoup d'inflammation et des marqueurs qui sont élevés. Mais finalement, donc, pour illustrer, ce sera un peu le fil rouge de la présentation, hein, la clinique, c'est important. On a repris des données d'archives d'un jeune Khalid, 8 ans, qui présente ce type d'éruption à la consultation. Ce sont des lésions un peu pustuleuses, quelques ulcérations par endroit. Et puis, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, mais j'essaie de vous les décrire, un léger prurite, donc des ulcérations. Donc, quand on a ça, on peut se poser la question, je vais faire tout de suite une prise de sang et puis je vais savoir s'il y a de l'inflammation ou pas d'inflammation. C'est ça qu'on se pose en clinique devant un patient, devant une situation clinique donnée. Donc, en fait, c'est un topo un peu piège, hein, parce qu'on peut balayer plein de choses de biologie un peu rébarbatifs, mais il y a des trucs simples qu'on peut faire en exploration ou relativement simples, et puis des choses qui vont venir sans doute dans les prochaines années, qui sont pas trop simples, qu'on n'arrive même pas trop à appréhender encore les uns les autres, et j'essaierai d'en toucher 2 mots. Mais on va commencer par les biomarqueurs simples. Alors, simple, c'est la numération formule sanguine. Ça, je pense, dès qu'on a de la fièvre persistante, une arthrite inflammatoire, une suspicion de maladie auto-immune, eh bien, on va faire ça.
Alors l'anémie, elle est inflammatoire, normochrome et normocytaire, arégénérative habituellement. On peut avoir des informations intéressantes lorsqu'on regarde les globules blancs. Ils sont très fortement augmentés lorsqu'il s'agit d'une auto-inflammation, la portion du dessus, comme dans la fièvre méditerranéenne familiale sur le tableau précédent. En revanche, elle sera diminuée, on aura une leucopénie, parfois un syndrome mononucléosique lorsque c'est une infection virale, et puis les leucopénies, lymphopénies, c'est l'apanage du lupus, des connectivites. On peut avoir une thrombocytose qui témoigne aussi de l'auto-inflammation importante, et je dirais qu'il y a des petits pièges dans lesquels on peut tomber. C'est que lorsqu'il existe une arthrite juvénile systémique, par exemple, une maladie de style de l'enfant, il faut s'inquiéter de plaquettes qui sont anormalement normales pour un enfant qui a déjà 10 jours de fièvre et 250 de CRP. Une thrombocytose à 200 000, c'est louche, c'est pas normal et il ne faut pas hésiter à faire des explorations médulaires parce qu'on est tous parfois piégés par cette nombre de plaquettes anormalement normales, là où on les attend très augmentées lorsque la CRP est élevée. À l'inverse, les thrombopénies, bien, ça se voit dans les infections virales, les maladies auto-immunes. La vitesse de sédimentation, encore un test assez facilement accessible, c'est un vieux test. Vous savez tous à quoi ça correspond. On met du sang avec un anticoagulant sur des tubes gradués et puis on va mesurer la distance parcourue des globules rouges qui sédimentent. Et lorsqu'on n'a pas de syndrome inflammatoire, on est autour de 5 à 10 mm. C'est 1 cm de sédiment à 1 heure. Ça ne sert à rien de le faire à 2 heures. C'est 1 heure qui compte. Et c'est un marqueur qui est intéressant. Il a une cinétique qui est un peu lente par rapport à la CRP. Là. Si vous regardez sur cette image juste en bas à droite, la CRP, ça pique beaucoup plus vite et ça descend beaucoup plus vite. L'AVS, c'est beaucoup plus lent et ça rentre dans l'ordre beaucoup plus lentement. Et l'AVS, elle a des pièges qu'il faut savoir, reconnaître. J'ai l'impression que c'est un peu blanc. J'espère que vous voyez malgré tout. Elle peut être augmentée dans certaines conditions et diminuée dans d'autres. Je dirais que pour la pédiatrie, c'est ce que j'ai mis ici en bas. On augmente l'AVS en syndrome néphrotique, en cas d'obésité, d'anémie, d'hypercholestérolémie. On augmente aussi fortement l'AVS lorsqu'on a fait des IGIV. Donc, en fait, votre maladie de Kawasaki, vous lui faites les IGIV et sa VS, elle monte, c'est normal. C'est pas qu'il fait une poussée inflammatoire, c'est juste que vous lui avez fait les IGIV. Et en revanche, elle baisse l'AVS lorsque on a une hypofibrinogénémie et c'est ce qu'on voit par exemple dans le syndrome d'activation macrophagique. Donc, si le patient il a une altération de l'état général et une VS qui baisse, il ne faut pas être trop content. Ça peut être le témoin parfois d'un syndrome d'activation macrophagique. Donc là, vous avez une image de cinétique de nos marqueurs de l'inflammation. La CRP, vous voyez, qui est le marqueur qui pique le plus rapide. De temps en temps, il y a le fibrinogène, l'aptoglobine, c'est des autres. La ferritine, c'est la même cinétique. C'est des marqueurs lents de l'inflammation. Donc, selon qu'on regarde une infection ou une inflammation générale, ça a plus ou moins d'intérêt de faire tel ou tel marqueur. Je vais balayer avec vous quelques-uns des plus emblématiques. La protéine C réactive, donc ça, c'est le deuxième marqueur qu'on fait tout le temps. La CRP, il n'y a pas un patient inflammatoire qui n'a pas une CRP. Alors, il faut vous souvenir que c'est associé à l'interleukine 6. L'interleukine 6, c'est la cytokine qui est arrivée sur les hépatocytes, elle fait fabriquer la CRP. Et donc, c'est un point d'intérêt. Elle est disponible partout, elle est sensible. Vous avez vu qu'elle pique rapidement entre 6 et 12 heures, puis elle redescend rapidement. Elle a une cinétique qui est assez courte lorsqu'on a un phénomène aigu d'inflammation. Alors, le fait qu'elle soit induite par l'IL-6, c'est important parce que pour les patients de Kenza, de Bushra, qui ont parfois des traitements par anti-interleukine 6, donc ça, c'est une biothérapie qu'on utilise dans les arthrites juvéniles, par exemple, ils ont tous une CRP négative, nos patients. Et quand bien même ils auraient une infection, si vous les suivez au cabinet, renseignez-vous, s'ils ont ce traitement-là, la CRP ne va pas monter. Donc ce ne sera pas un bon marqueur pour vous. Et même si votre patient il fait une méningite, il peut avoir une CRP normale. Donc ça, c'est un élément un peu troublant. Alors méfions-nous des patients sous anti-IL-6, ils ne vont pas monter leur CRP. C'est un point juste physiopathologique à connaître. Alors la CRP, c'est un marqueur qui est intéressant. On sait en plus que c'est un marqueur d'inflammation chronique. Une faible augmentation de la CRP, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire. Donc, pour nous, c'est même un élément à surveiller dans toutes nos maladies inflammatoires. Et puis, c'était un petit clin d'œil pour notre collègue, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il n'y a pas que la viande rouge qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Ça, c'est une petite boutade. Mais donc, la CRP faiblement augmentée, c'est aussi un risque.
Petite illustration de nos affaires, on a parlé de la VS, on a parlé de la CRP. Maintenant, à la suite du topo de Kenza, ça vous rappelle les mêmes histoires. Une jeune fille de 10 ans, Vespertilio, elle est fatiguée, elle a des arthralgies, son complément est abaissé et puis elle a des anti-DNA positifs. VS à 110, CRP à 3. Si vous aviez fait que la CRP, vous pourriez dire il n'y a pas de syndrome inflammatoire. En fait, la jeune fille, vous avez le diagnostic, elle a un lupus systémique et on a une dissociation entre la VS et la CRP qui est habituelle dans ces maladies qu'on dit connectivite, lupus, tout ce qui est lié à l'interféron. Et 3 mois plus tard, cette même jeune fille, elle va faire un tableau de colique néphrétique. Hématurie macroscopique, douleur lombaire. Et puis là, vous faites le bilan biologique, VS qui est à 87, CRP à 160. On n'a plus la dissociation VS-CRP. Alors, qu'est-ce qu'on va supposer comme diagnostic ? J'aurais aimé être dans la salle pour vous haranguer, vous interviewer, mais devant ce tableau, c'est une thrombose de la veine rénale. Thrombose de la veine rénale, ça donne vraiment un tableau de colique néphrétique. Si on regarde sur le scanner, ici, on voit un gros rein gauche qui va être même exclu parce qu'on va avoir malheureusement aussi une ischémie artérielle et elle va perdre son rein avec une embolie pulmonaire assez proximale ici sur l'artère pulmonaire droite qu'on peut voir aussi sur ce cliché. Donc, vous savez, les patients lupus, ils peuvent se compliquer de thrombose dans le cadre du syndrome des anticorps antiphospholipides. Et cette illustration, c'est pour dire que quand la CRP est élevée chez un patient qui a un lupus, c'est louche et il faut rechercher une infection ou bien une thrombose. Parce que classiquement, le lupus, à la découverte, on n'a pas nécessairement une CRP très élevée. Et donc, à la fois, donc la VS est utile, elle sera très élevée, la CRP sera dissociée et normale, et en revanche, lorsqu'elle est augmentée, méfiez-vous qu'il n'y ait pas sous-jacent une thrombose, une infection. Alors, autre examen assez facile à faire dans l'inflammation, c'est l'électrophorèse des protéines. Donc, l'électrophorèse des protéines, quand elle est normale chez un sujet standard, c'est cette petite courbe orange que vous voyez ici, avec la migration de vos protéines sanguines selon plusieurs pics qui comportent chacun un ensemble des protéines plasmatiques un peu différents. Le pic gamma, c'est celui des immunoglobulines, vous le savez. Eh bien, on a une hypoalbuminémie qui est assez commune dans le syndrome inflammatoire, qui n'est pas spécifique, qu'on trouve un peu partout. Une augmentation des alpha-1, alpha-2 et puis une hypergamma-globulinémie. Là, sur cette image, on ne la voit pas vraiment, mais c'est très classique d'avoir une hypergamma-globulinémie devant un syndrome inflammatoire. Alors, hypergamma-globulinémie, elle est parfois massive. Ici, c'est un jeune garçon, 20 mois, il est aux urgences avec un rash qu'on ne voit pas sur cette image, mais croyez-moi, une splénomégalie, ascite, leucopénie et hépatite. On va soupçonner un syndrome d'activation macrophagique dans son cas. On fait un myélogramme qui va confirmer. On n'a pas de pathogène, on n'a pas d'hémopathie sous-jacente, mais il a des auto-anticorps. Il a même une polyauto-immunité. Il a un Coombs qui est positif, des anti-DNA positifs, un anti-LKM. Donc, tout ce qu'on mesure, c'est positif finalement chez ce jeune garçon. On va le traiter par corticocyclosporine A initialement avec une amélioration, mais il est corticodépendant de haut grade et il va aggraver son hépatite. On regarde sa biologie, ses marqueurs dont on discute, CRP 54, VSA 100 et une hypergamma-globulinémie. Il est petit, 20 grammes par litre, c'est vraiment majeur à cet âge-là. Et si on regarde sa protidémie, elle est aussi très élevée. Nouvelle alerte, lorsqu'on a une hypergamma de ce type, une protidémie très élevée, il faut vraiment se méfier de 2 diagnostics en particulier. Donc lui, on avait eu un myélogramme qui était non informatif. On a fait une biopsie hépatique et on a refait un myélogramme. En fait, il avait une leishmaniose. Et on était passé au travers. Maintenant, on fait bien attention. On fait systématiquement une PCR parce que le myélogramme n'est pas suffisant pour éliminer la leishmaniose. La sérologie aurait été positive. On peut aussi faire une sérologie qui aurait été positive dans ce cas-là. Voilà notre jeune patient avec au diagnostic, sous traitement, puisqu'on l'a d'abord immunosupprimé avant de comprendre que c'était une maladie infectieuse et de le traiter, il va très bien.